Municipal 2014, la dernière heure. Votre rendez-vous politique tous les jeudis à 17 h. Une ville, un candidat, un débat pour mieux comprendre les enjeux politiques locaux. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique municipal 2014, la dernière heure, présenté par Labib Edaoudi, responsable de l'émission politique de la radio LFM, et Abou Ndiaye, rédacteur en chef du site d'information Mentactu. L'invité de ce soir est le candidat Anthony Effroy, tête de liste sans étiquette aux élections municipales de Carrières-sous-Poissy. Tout de suite, place à l'émission municipale 2014, la dernière heure. Je laisse la parole à Labib Edaoudi. Merci Coralie, madame, messieurs, bonsoir. En effet, ce soir, on reçoit le candidat sans étiquette, Anthony Effroy. Bonsoir, monsieur Effroy. Bonsoir. Avec moi sur cette émission, mon fidèle compagnon Abou Ndiaye. Bonsoir Abou. Bonsoir Labib. Alors, vous l'avez dit, on va parler de carrière. On va pas seulement parler de carrière, mais l'épicentre des discussions qu'on va avoir ce soir seront naturellement tournées sur carrière. Je vais vous demander d'abord de vous présenter, monsieur Effroy, puisque tout le monde ne vous connaît pas. Âge, situation familiale, etc., etc., etc. Très bien, écoutez, je m'appelle Anthony Effroy, j'ai 30 ans, je suis chef d'entreprise et je suis la tête de liste de la liste Bien Vivre à Carrières-sous-Poissy. On me connaît également pour mes engagements associatifs et je pense qu'aujourd'hui, il est temps justement que les citoyens reprennent un peu le contrôle de ce qui se passe chez eux. On va revenir sur les différentes discussions et sur le contrôle, comme vous le dites. Vous êtes chef d'entreprise dans quel domaine ? Dans le e-commerce. Le e-commerce, c'est-à-dire ? Eh bien, écoutez, je développe un site internet. On vous fait un peu de pub en plus. C'est sympa, ça s'appelle retrocollection.fr et c'est un site de petites annonces de voitures anciennes. D'accord. Alors, le coup de cœur, vous savez que cette émission commence toujours par un coup de cœur, un coup de gueule. Et quel est votre coup de cœur ? Eh bien, mon coup de cœur, c'est lors de la création de l'intercommunalité de Saint-Germain-en-Laye. Les élus ont tous renoncé à leurs indemnités et je trouve qu'en cette période de crise, c'est montrer le bon exemple et je pense que beaucoup d'élus devraient prendre cet exemple aujourd'hui. Vous le ferez, je suppose, si vous étiez élu maire ? Tout à fait. J'inviterai également les présidents et les vice-présidents de l'intercommunalité de la CA2RS à renoncer à leurs indemnités. Coup de gueule ? Mon coup de gueule, ça concerne l'affaire Dassault. Je regrette qu'il ait fallu 2 votes du Sénat pour lever l'immunité du sénateur. Et en plus, lors du deuxième vote, ça s'est joué à une voix. Donc je pense que tous les élus sont des citoyens avant tout et doivent être sur le même pied qu'un citoyen lambda et devoir répondre des faits qui leur sont reprochés par la justice de façon totale, quoi. C'est sur le premier vote que c'était à une voix. Sur le deuxième vote, il n'y a pas eu de vote puisque les élus de gauche ont voté et les élus de n'ont pas voté. Une précision importante. Alors on va vous parler... vous savez, au début de cette émission, il y a toujours quelques questions sur l'international. J'ai envie d'avoir votre avis sur la crise ukrainienne. Bien, c'est un dossier épineux, si on peut dire. On a vu des images qui ont été choquantes, je pense, pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion de regarder. C'est un conflit qui de toute façon qui couvait depuis un certain temps et je pense que voilà, il y a un moment où les citoyens, les habitants de certains pays ne peuvent plus se soumettre à des politiques politiciennes, ou en tout cas, on est dans un pays où vraiment les libertés étaient très minimes, donc je trouve normal finalement que la population, un jour ou l'autre, se révolte d'être maltraitée de la sorte. Parce que, on a vu beaucoup d'images, surtout d'ailleurs à Kiev, parce qu'ailleurs dans le pays, on n'a pas l'impression que c'est bougé beaucoup, et la conséquence de tout ça, c'est qu'on a quand même la région qui est la région Crimée, qui est russophone d'ailleurs, qui est en train d'exploser. On va assister à une scission certainement de l'Ukraine. L'Occident, l'Europe ont soutenu ces manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas assister à un règlement de compte très clair entre la Russie et le monde occidental et que ce sera les Ukrainiens et l'Ukraine qui en payeront le prix fort ? Je pense surtout que c'est la Russie qui risque d'en payer le prix, puisqu'aujourd'hui c'est clairement elle qui a mis ce pays dans cette situation, et il est naturel aujourd'hui que les Ukrainiens souhaitent rejoindre l'Union européenne, puisque depuis toutes ces années, ils ont finalement rien obtenu de la Russie, à part des contraintes en tout cas fortes. Pourquoi vous dites que c'est la Russie qui est derrière ? Il me semble que le président ukrainien a été élu par voie démocratique et il a été élu à plus de 50%. Donc pourquoi ce serait la Russie le coupable ? Parce que c'est la tendance un peu des propos de nos politiques, mais on peut se poser la question d'abord, pourquoi ce serait la Russie
le coupable dans ce dossier? On connaît la puissance de ce pays, on sait les manœuvres politiques qu'ils exercent régulièrement, et je pense moi personnellement que voilà, la Russie a tout à fait sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. On a vu aussi les manipulations des pays occidentaux, notamment en Irak, et on l'a vu avec la fameuse bombe pseudo-atomique, et puis on a vu la manipulation en Libye, on l'a vu dans un certain nombre de pays soi-disant en révolte, et puis soudain on se rend compte qu'il y avait une grosse main étrangère derrière. Donc je suis un peu surpris par votre position. Bien écoutez, je pense que c'est tout simplement... de dire direct c'est la Russie, on peut quand même se dire, bon, il y a quand même certaines... En tout cas, la Russie a une part de responsabilité, à mon sens, dans ce dossier, peut-être pas totale, c'est certain, mais aujourd'hui, si on constate que la population est prête à, en quelque sorte, prendre les armes et sortir dans la rue, c'est qu'on doit quand même s'interroger sur les raisons qui poussent ces gens à sortir, et ça veut bien dire que quelque chose ne va pas, quoi. C'est un peu le verre à moitié vide, à moitié rempli, parce que quand vous dites la population, c'est une partie de la population. Quand on sait que la majorité de ce pays a voté pour ce président, on peut quand même se poser la question. Vous êtes bien d'accord avec moi, au moins sur ce point-là? Vous savez, généralement, lorsque les gens sont mécontents, tout le monde n'est pas prêt à aller dans la rue. Et c'est pas pour ça que la population en général est satisfaite de ce qui se passe. Alors après, on peut effectivement s'appuyer sur le fait qu'il y a eu des élections en règle, en quelque sorte, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, c'est la conséquence, d'une part, à mon avis, d'un manque de liberté du peuple ukrainien, et d'autre part, d'un ras-le-bol qui se généralise, finalement. Parce que, quand vous dites une partie de la population, on est bien d'accord, c'est uniquement les gens qui étaient sur la place Maldan. Puisqu'au-delà de ça, dans le reste du pays, c'est extrêmement calme. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder à la télé le match d'une ville ukrainienne contre Lyon. J'ai pas eu le sentiment qu'on avait des gens qui étaient en révolte. Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, vu la violence des événements qui sont produits, c'est que ça traduit clairement un malaise dans ce pays. Donc on doit s'interroger sur les raisons qui ont poussé les habitants à se révolter, et en tout cas à sortir dans la rue. Vous me dites que ça ne concerne pas l'ensemble du pays, peut-être, mais vous savez qu'il y a toujours un foyer d'où part les événements, et qu'après, généralement, ça se propage. Donc attendons de voir la suite qui sera donnée, et est-ce que ce mécontentement aujourd'hui des Ukrainiens va se généraliser à tout le pays? Un, ça ne s'est pas propagé. Deux, on s'arrête uniquement, vous comme moi d'ailleurs, sur un jugement qui sont des images qui nous ont été fournies par des télés pro-position européenne. Ah, ça, c'est certain que de toute façon, donc on a un jugement qui est quand même pas tout à fait critique sur le sujet, vous êtes bien d'accord avec moi? Bien sûr, mais ça, c'est une problématique récurrente finalement aujourd'hui. Comment peut-on affirmer les médias sont-ils réellement Comment peut-on affirmer avec certitude un certain nombre de sujets comme vous venez de le faire, alors qu'on s'en tient uniquement à des images qui nous ont été fournies par des médias qui sont favorables à la position européenne? Vous remarquerez qu'il n'y a pas de certitude dans mes propos. J'aimais juste un positionnement en me disant qu'on doit se poser la question de savoir, lorsque ce type d'événements se produisent, quelles en sont les raisons finalement. Et ça traduit, je pense, un malaise quelque part. Après, on peut faire comme si de rien n'était, on peut faire comme si ces événements n'existaient pas. Mais on peut parler au conditionnel aussi. On peut parler au conditionnel, effectivement, mais comme je vous dis, je pense qu'il y a un malaise en Ukraine, que si les gens sortent, c'est à mon avis pour des raisons qui doivent être justifiées. Et donc, non, mais c'est justement sur cette position des gens qui sortent qu'on a un énorme doute. Les gens qui sortent aujourd'hui, c'est uniquement 50 000 personnes sur la place Maldan, point. Au-delà de ça, dans le reste du pays, on n'a pas eu d'image, en tout cas, parce qu'il n'y a pas eu d'événements notoires importants qui considèrent qu'il y a une révolte massive, comme on a pu l'avoir en Libye ou ailleurs. En tout cas, sur les 50 000 personnes qui sortent dans la rue, on voit un petit peu ce qui se passe à leur rencontre. C'est 50 millions d'habitants, l'Ukraine. D'accord, mais en tout cas, apparemment, les faits qu'il y a eu avec les snipers, les personnes qui ont été abattues en pleine rue, je pense que ça démontre quand même qu'il y a un réel problème dans ce pays. Et qu'il y a une tension, oui. Mais est-ce que cette tension n'est pas exacerbée par un certain nombre d'acteurs aux deux mains étrangères? Pas seulement russes d'ailleurs. C'est évident que de toute façon il y a des intérêts autres qui s'entremêlent dans ce dossier, avec la Russie et l'Europe, ça c'est certain. Est-ce que la réalité au fond c'est le contrôle du pétrole et du gaz? Et le gaz qui est acheminé par la Russie, l'Ukraine étant proche de la Russie, donne un poids beaucoup plus important à la Russie. Si on avait un gouvernement ukrainien proche des positions européennes, on n'aurait pas cette question-là, puisque on aurait une sorte de main sur la Russie indirecte. C'est certain que l'enjeu pétrolier est bien présent. Non, mais ça je ne dis pas le contraire. La réalité, c'est la réalité que vous indiquez aujourd'hui. Après, comme vous me dites, moi, vous m'invitez à parler au conditionnel. Je vous invite aussi à parler au conditionnel. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais, oui. Aujourd'hui, à qui profitent ces crimes?
En tout cas, pas au peuple ukrainien. C'est certain que, quelle que soit la révolte, j'estime qu'on ne doit pas y répondre par la violence, en tout cas pas par les faits qui se sont produits aujourd'hui, donc c'est quand même très grave, et les images qu'on a pu voir dans les médias sont d'une rare violence. Donc c'est choquant pour nous, occidentaux, de voir que, voilà, que des peuples peuvent être brimés à ce point, quoi. Ce sont les images de nos médias. On va parler des propos de Manuel Valls, on va passer sur le national, les propos de Manuel Valls mardi dernier, qui a dit à un élu UMP d'ailleurs, Claude Goesgen, pour ne pas le citer, qu'il n'avait pas trop à lui répondre puisque lui-même vient de l'extrême droite. Oui, bah écoutez, c'est toujours les guerres intestines, hein, au niveau des partis politiques. Je pense qu'on arrive en plus dans une période électorale importante, donc évidemment les différents hommes politiques ont tendance à se faire un petit peu la guerre. Donc j'ai envie de dire que ça m'étonne pas. Après, sur le fond, vous savez, voilà, ce sont des propos comme on en aura entendu d'autres et comme on en entendra encore. Je suis pas particulièrement intéressé par ces guerres de partis. D'ailleurs, enfin, vous êtes sans étiquette, vous le dites, mais vous êtes plutôt sans étiquette proche de la droite ou proche de la gauche? Vous savez, j'ai 30 ans, et donc j'ai pas vu de parti depuis que je suis jeune, hein, qui correspondait à mes attentes. Je me retrouve pas dans ce qui est proposé, que ce soit par la droite ou par la gauche. Si vous me demandez réellement quel est mon... Enfin, voilà, j'ai comme tout le monde... Quelle est votre sensibilité? Ma sensibilité, j'ai comme tout le monde mon cœur à gauche, et j'estime qu'on a la chance d'être dans un pays qui bénéficie de mesures d'aide qui sont importantes et sur lesquelles on doit faire le maximum pour pouvoir les conserver. Après, je pense aussi que ces mesures, ces avantages qu'on a aujourd'hui, ont été pris à une époque où notre pays avait un certain niveau finalement, hein, dans le monde, qui représentait peut-être plus qu'aujourd'hui, qui était plus important. Et je pense qu'on ne peut peut-être plus bénéficier de tous ces avantages. Certaines choses devront peut-être être revues à la marge. Après, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut pas rogner, comme la santé, mais d'autres peut-être où on doit trouver des solutions pour alléger finalement le coût du budget français, puisque Quels sont ces sujets? Juste avant, je voudrais que vous répondiez à une question. Vous avez dit je suis de sensibilité de gauche, Oui. et depuis mon enfance, je n'ai pas vu de parti. En gros, vous n'avez pas vu de parti à votre image. Et c'est quoi le parti à votre image? Un parti tout simplement proche des citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, les politiques ont depuis longtemps perdu ce rôle de proximité qu'ils doivent avoir avec les habitants et les Français. Et je trouve dommage justement que les projets se fassent souvent sans considérer l'intérêt réel des habitants. Vous savez, dans les pays anglo-saxons, lorsqu'on parle de l'intérêt général, c'est bien identifié, c'est une accumulation d'intérêts personnels. En France, lorsqu'on parle d'intérêt général, c'est quelque chose de très flou, on le met un peu à toutes les sauces. Et je trouve que les politiques, dans leur généralité, finalement, sont pas assez attentifs aux attentes des habitants. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on a dans ce pays, je crois, plus de 36 000 communes. On est le pays où il y a le plus de communes, donc où il y a le plus d'élus locaux. On a le ratio parlementaire habitant le plus bas d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être encore plus de proximité? C'est intéressant ce que vous dites, puisque justement, effectivement, on a beaucoup d'élus, beaucoup d'ailleurs qui cumulent. Mais on reviendra à la rigueur, si vous voulez, sur le débat du cumul. Mais oui. Là, moi, vous parlez de proximité, je l'entends. Mais je dis en même temps, voilà, Carrière, par exemple, aura plus de 30 conseillers municipaux. Elle a un maire, elle a un député, elle a un certain nombre d'acteurs politiques locaux, c'est-à-dire de proximité. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être encore plus de proximité, comme vous le dites? Parce que j'ai un peu de... Est-ce que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que ces élus qui aujourd'hui sont au pouvoir agissent dans l'intérêt général ou dans des intérêts, on va dire, particuliers ou personnels par rapport à des ambitions politiques? Et je pense qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus ce sens. Aujourd'hui, je pense que les élus privilégient beaucoup plus leur évolution politique, j'ai pas envie de dire le mot copinage, parce que ça va faire un peu déplacé, mais en attendant... C'est ce que vous avez déclaré à la Gazette, comme quoi M. Haït privilégierait une carrière... Il utilisait carrière pour... Comme un tremplin. Évoluer, oui, pour un tremplin politique. On reviendra un tout petit peu après sur le débat purement, mais je voudrais juste sur cette question philosophique qui consiste à dire, voilà, on veut des élus plus de proximité. Je ne parle pas encore des hommes, on y reviendra dans l'émission. Quand je dis qu'il y a plus de 30 élus municipaux, plus de proximité, c'est-à-dire plus d'élus?
Non, pas plus d'élus. Je pense qu'il faut. Alors là, vous parlez des élus locaux. Donc effectivement, sur un conseil municipal, vous avez une trentaine d'élus, selon les communes, mais ce ne sont pas des décideurs. On va commencer à parler d'un élu décideur, je pense, à partir du maire. C'est lui qui fait les signatures sur l'ensemble des documents administratifs. Alors, pas tout à fait, puisqu'en réalité, les gros projets sont passent au conseil municipal. Il y a un vote majoritaire, donc ce n'est pas le maire qui décide tout seul. Le maire ne fait qu'appliquer la décision de la majorité. Donc voilà, c'est aussi, c'est un peu facile de toujours tirer sur celui qui est devant, mais quand même, c'est un bloc qui décide. C'est vrai que je suis assez mal placé pour parler de ça, parce que comme à Carrière, on n'a ni l'opposition et que les élus de la majorité sont totalement soumis au maire actuel, c'est difficile de se rendre compte de ce que devrait être la municipalité. Ils sont dans un projet. C'est pour ça que quand vous dites soumis, c'est un terme, je trouve, très péjoratif. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement. Mais même insultant un peu sur les bords. Mais c'est une équipe. Quand vous faites partie d'une équipe, il y a des décisions qui se prennent à la majorité. Il y a des projets qui sont proposés. S'il y a des décisions qui se prennent à la majorité, on n'est pas soumis, on cautionne le projet. Vous dites que... Alors après, il y a un chef de file qui est le maire qui le vend, qui le vend pas. Vous dites que c'est péjoratif et peut-être insultant. C'est juste ma réalité, en tout cas, ce que j'ai pu constater au travers de mes différents passages lors des conseils municipaux à Carrière. Pour information, je suis donc comme je suis le porte-parole du comité de soutien pour le maintien de la marina de plaisance à Carrière, j'ai assisté à plusieurs conseils municipaux dans d'autres communes, comme à Vilaine, comme à Triel, et je peux vous dire que ça ne se passe pas de la même façon. Il y a du débat, il y a de l'écoute. C'est ce qu'on n'a pas à Carrière aujourd'hui.